Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stay Connected. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de deux invités exceptionnels. Jacques Olivier, que je n'ai plus à présenter, je crois, et Alexandre Fréty, du coup, qui prend les rênes d'Orisha, puisque Jacques Olivier, après 7 ans de leadership, nous quitte pour effectivement passer le relais, passer le flambeau à Alexandre Fréty. Donc un épisode placé sous le signe de la transmission, du leadership et de l'avenir. Moi, j'ai juste envie de te demander, Alexandre, déjà, c'est la question un peu standard qu'on pose à chaque fois, comment ça va ? Et si tu peux nous dire un petit peu plus, qui es-tu ? Voilà, on est curieux de savoir tout ça. Eh bien, bonjour à tous les deux. Ça va très bien. Heureux d'être parmi vous, officiellement maintenant dans la famille Orisha. Bienvenue. Et donc, pour me présenter rapidement, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience. Et après mon diplôme d'ingénieur en télécom, je n'avais pas une grande idée de quoi faire. Et donc, comme beaucoup de gens qui ne savent pas trop quoi faire, j'ai commencé ma carrière dans le monde du conseil. D'abord chez Deloitte, puis ensuite chez McKinsey. J'aime à dire que c'est des années où j'ai appris à travailler vite, bien et beaucoup. Ça sert tout au long de la carrière. C'était extrêmement instructif. Et en même temps, j'avais une petite frustration et je me rendais compte au fil du temps que je préférais le job de mes clients au job de mes partenaires. Donc, je savais que j'avais une envie d'opérationnel, une envie de management. Et ça s'est matérialisé sur finalement le vrai choix finalement risqué, mais qui a été extrêmement important sur la suite de ma carrière. C'est que j'ai décidé, après 4 ans d'expérience, de quitter l'environnement clinquant de McKinsey pour rejoindre une petite entreprise franco-française dans les call centers qui s'appelait Webhelp. Et j'ai passé 12 ans dans cette entreprise. 4 cycles de LBO, donc Orisha connaît bien, de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 1,5 milliard. Un petit player franco-français qui devient un leader européen, puis un top 3 mondial. Donc, expérience extrêmement grisante. Et en 2017, j'ai décidé de faire un break. Alors, je voulais un break utile. Je suis allé voir les 2 fondateurs et je leur ai dit que j'avais envie de faire un executive MBA. Donc, je suis pas allé faire le tour du monde, mais je suis parti dans la Silicon Valley, me ressourcer au milieu du berceau de l'entrepreneuriat. Et ce moment-là, pour moi, était important parce que c'est le moment aussi, un moment d'introspection dans lequel je me suis dit, l'histoire de Webhelp, elle est géniale. Ça fait une dizaine d'années que je suis première rangée dans l'avion, dans une histoire qui est canonissime. J'ai peut-être envie d'être dans le cockpit maintenant. Et donc, j'ai formalisé en 2017 que j'avais envie de basculer sur un rôle de numéro 1 à l'issue de ce cycle-là. Et en 2020, ça s'est matérialisé. J'ai quitté Webhelp au bout de ce 4e cycle de LBO pour rejoindre Malte, donc marketplace de talents indépendants, entreprise tech, franco-française, et que j'ai rejoint pour écrire une histoire assez similaire à la précédente. Donc, on est passé là de 70 millions à plus de 800 millions en 2024. Un leadership européen sur le monde des talents indépendants, une histoire passionnante avec des collaborateurs extraordinaires. J'ai terminé cette histoire à la fin de l'année dernière et à ce moment-là, j'avais un peu une curiosité sur le monde du software. Je commençais à avoir quelques appels. Alexandre, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre une entreprise de software ? Et j'avais à la fois la double questionnement. 1, est-ce que ça me plairait ? Et 2, est-ce que je suis complètement crédible ? Au milieu de tout ça, Silver Lake et Cegid m'ont demandé de travailler pour eux en tant que manager de transition. Donc, j'ai pu découvrir une grande boîte de software de l'intérieur. J'ai rencontré Jacques Thier et Francisco Partners. Et voilà, quelques mois plus tard, nous voilà tous réunis dans ce podcast. Et tu rejoins l'aventure. Exactement. Super. Un super background. Je parle d'aventure. Jacques, toi, quand tu parles d'Orisha, tu parles souvent d'aventure. De quoi es-tu le plus fier ? 7 ans de leadership, 7 ans de gouvernance, c'est pas rien. Alors, une petite rectification. Je ne vous quitte pas complètement. Tout à fait. Puisque depuis ce matin, je rejoins le board de Orisha et en tant que président du conseil de surveillance. Et donc, je me sens encore très investi. Alors, évidemment, plus du tout opérationnellement, parce que là, c'est maintenant le travail d'Alexandre. Mais oui, je vais suivre l'aventure d'Orisha de très près. Alors, une aventure, oui, c'est un mot que j'utilise souvent parce que je le trouve très positif. Et finalement, une aventure, c'est quoi ? C'est peut-être un objectif qu'on se fixe.
plus ou moins bien définie. On sait où on est, on sait à peu près où on veut aller, mais on ne connaît pas le chemin. C'est ça, le côté positif de l'aventure. Et ça a été exactement ça, Orisha. On s'est fixé une ambition de créer un acteur référent dans le secteur du logiciel vertical, reconnu, au moins en France et demain, j'espère, en Europe avec le talent d'Alexandre. Cette étape-là, aujourd'hui, on a un socle qui va permettre de poursuivre le développement d'Orisha. Donc ça, oui, j'en suis fier, c'est clair. Ensuite, est-ce qu'il y a un événement particulier dont je suis fier? Pas... J'ai du mal à en distinguer un. Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup enthousiasmé dans cette aventure. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis un adepte des petits pas, toujours dans la même direction. Et donc, c'est une multitude de petits pas dont je suis individuellement fier, mais fier surtout d'avoir pu travailler avec une équipe extrêmement valeureuse, courageuse et talentueuse. Super dédicace à l'équipe. Alexandre, toi, qu'est-ce qui te galvanise dans cette aventure finalement? Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre en fait? Écoute, je pense qu'il y a 3 éléments principaux qui m'ont convaincu et qui ont été évoqués à l'instant, notamment par Jacques sur la première partie. C'est le track record de l'entreprise, l'ambition de l'entreprise et l'aventure humaine et collective. Et je reprends ce terme d'aventure à mon compte. Sur le track record, Jacques l'a évoqué modestement, mais sous son septennat, l'entreprise est passée d'une 40aine de millions d'euros de chiffre d'affaires à plus de 300 en 2025. Donc on est sur une aventure d'hypercroissance. C'est extrêmement impressionnant vu de l'extérieur quand on regarde les chiffres. C'est aujourd'hui une volonté de leadership dans 5 métiers forts. C'est une début d'histoire en Europe. Donc, quand on regarde Orisha sur les 5-10 dernières années, chapeau bas. Deuxième élément, c'est l'ambition. C'est-à-dire, malgré ce succès, eh ben, moi, quand j'ai discuté avec mes différents interlocuteurs, et à commencer par Jacques, je sens une équipe qui n'est pas du tout rassasiée, qui a toujours très faim. Et dans les premiers échanges qu'on a eus, ensemble et aussi avec les sponsors, j'ai senti tout de suite le discours autour de Alexandre, on ne cherche pas quelqu'un qui va nous amener à 500 millions d'euros, puisque la route, on la connaît. C'est plutôt comment est-ce qu'on construit un groupe qui un jour fera 1 milliard, et donc il faut qu'on se structure, qu'on se professionnalise sur un certain nombre de sujets. Et donc ça montre l'ambition quand même extrêmement forte. Et enfin, le troisième élément, c'est l'aventure humaine et collective. Effectivement, on sent que cette histoire, Orisha, c'est une aventure humaine et collective. Tout d'abord, la rencontre avec Jacques. On a eu, je pense, des échanges simples, directs, dès le départ. Pas de non-dit. On n'a pas senti de gêne. Une transition, c'est potentiellement un sujet compliqué. Ça ne l'a jamais été, pour le moment en tout cas. Et je dois dire qu'il y a une forme de confiance qui s'est créée depuis le départ. Et de mon côté, je sais que je n'aurais pas rejoint l'histoire Orisha si je n'avais pas senti un adoubement fort et une volonté forte de Jacques d'avancer avec mon arrivée. Le deuxième élément, on les a un peu cités, mais ce sont souvent des gens qu'on oublie. On a des sponsors, des actionnaires, TIA Associates, Francisco Partners, que j'ai trouvé extrêmement alignés avec le discours de Jacques, extrêmement ambitieux, extrêmement volontariste, et aussi, et c'est moins courant, extrêmement sensible à ce que justement la mayonnaise humaine continue de fonctionner comme elle a toujours fonctionné, et ils ont en tête que ce climat humain est clé pour la réussite de l'entreprise. Donc j'ai été assez séduit par ces actionnaires, j'en ai connu des bien différents. Et enfin, je parlais de l'aventure humaine et collective, c'est aussi les relations, la culture, des relations simples. Jacques m'a dit la première fois, tout le monde s'entend bien. Alors, tout le monde ne s'adore pas, mais il y a une simplicité de fonctionnement. Et ça me parle parce que ça veut dire qu'il y a des bases qui sont extrêmement saines pour derrière, sans doute, développer une culture d'entreprise qui doit être extrêmement puissante. Ouais, donc l'humain vraiment au cœur finalement de l'aventure de demain pour Alexandre. Totalement. Ok. Jacques, moi je serais curieuse de savoir comment se sont passés vos premiers échanges, parce que Alexandre parle d'adoubement et je trouve que le mot est hyper fort. J'aimerais bien avoir ton petit point de vue là-dessus. Alors, ça s'est passé de façon très simple. Pour être tout à fait transparent, on avait prévu avec Francisco et Thillé que je
passerai la main en cours de cycle, parce qu'il faut préparer le prochain cycle, celui qui va nous emmener à 1 milliard. Et puis, on a rencontré Alexandre, qui était finalement disponible. Et la qualité du profil d'Alexandre, de sa personnalité, fait qu'on a un peu anticipé les choses. Mais alors, comment ça s'est passé ? Écoute, de façon très très simple. On a pris un verre, on a discuté, on a vu que l'échange était fluide, qu'on avait une vision de la culture d'entreprise assez similaire. Et ça... Il y a 2 options. Soit il y a quelque chose qui te le fait sentir immédiatement. C'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on cherche quand on fait une acquisition d'entreprise, etc. Les premiers contacts avec le manager, le fondateur et l'équipe sont essentiels. Ça rentre pas dans les tableurs Excel. Il n'y a pas d'analyse vraiment approfondie. Ça relève un peu de l'intuition. Et l'intuition a parlé en faveur d'Alexandre. Et je crois que dans ces cas-là, en fait, le courant, il doit passer des 2 côtés. Si on sent que ça passe d'un côté et pas de l'autre, ça fonctionne pas. Donc voilà comment ça s'est passé. Puis après, ça s'est pas fait juste autour d'un verre. Cette affaire-là, Alexandre est passé par les fourches codines et très exigeantes de sélection. Voilà, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il a transpiré pour mériter ce poste. Ouais. Voilà. Ouais, on n'en doute absolument pas, mais le feeling est crucial, c'est clair. Hein. Ouais. Chez Orisha, c'est hyper important et je rejoins ce que tu disais. Tout le monde s'entend bien. Donc, petite dédicace pour les fondateurs de DL Software, Jean-Noël Drouin et Patrick Lemaire, qui ont, dès l'origine, instauré, instillé même cette culture d'entreprise très humaine et courageuse aussi. Et peut-être, tu posais la question de savoir ce qui me rend le plus fier. Peut-être que ça a été de conserver ça en dépit de la croissance importante de l'entreprise. Je pense qu'on l'a toujours. Et donc, maintenant, c'est à toi de jouer, Alex. Non, mais moi, j'ai effectivement vu le DL Software et la transition vers Orisha. Donc, ça fait 3 ans et demi que je suis là. Et effectivement, l'ADN humain est toujours clairement palpable. Tu parlais de Jean-Noël Drouin et Patrick Lemaire. Oui. Moi, je me souviens d'une table ronde qui avait été réalisée lors du reveal de la marque, où tu parlais de valeurs et de transmission avec eux. Qu'est-ce que tu vas absolument transmettre à Alexandre, toi, demain ? Le sens de la transmission. C'est pas une pirouette. C'est-à-dire que on s'adresse à des fondateurs, je le disais à l'instant, qui ont transpiré pour créer quelque chose. Quand on accueille, parce que le build-up et le M&A, c'est quand même le modèle de croissance d'Orisha, quand on accueille des aventures de ce type-là, il faut leur faire comprendre tout de suite qu'on n'est pas là juste pour digérer, intégrer et puis augmenter le bilan d'Orisha, mais on est là pour pérenniser l'actif qu'ils ont mis tant de temps à créer parfois. Et cette transmission-là, quand j'avais rejoint DL en janvier 2018, une quinzaine de jours après, il y avait un premier comité de direction. On m'avait demandé un petit peu quelles étaient pour moi les choses essentielles. Et j'avais passé la moitié de ma présentation sur ce sens et les valeurs de la transmission. Transmettre, et alors transmettre, c'est pas uniquement transmettre un actif, c'est aussi... si tu codes, si tu fais de la com, quelle que soit la fonction dans l'entreprise, tu travailles pas juste pour toi et rentrer chez toi le soir en disant le boulot est fait et je m'en occupe pas. Quelqu'un va le reprendre, puisque Orisha, c'est une aventure, on construit étage après étage, et les étages que tu as en charge de construire ou de consolider, d'autres vont s'en servir après. Voilà, et toujours avoir ça en tête. On travaille pas pour soi, on n'est pas propriétaire de sa fonction. On travaille pour le groupe et son futur et pour le collectif. Ouais, merci Jacques. Alexandre, ton regard à chaud sur Orisha, c'est les grands enjeux de demain, selon toi ? Mon regard à chaud, déjà, c'est, même si j'ai quelques
pré-semaine, on va dire, de rencontres avec un certain nombre d'interlocuteurs. Déjà, le premier élément, c'est que je ne vois pas de différence entre ce que j'avais entendu du discours des actionnaires et de Jacques et de ce que je ressens dans mes premières interactions sur, encore une fois, la simplicité de ces interactions, le fait qu'il soit facile de discuter avec les uns et les autres, de ne pas sentir d'éléphant au milieu de la pièce qui n'ait pas été évoqué auparavant. Donc je vois vraiment l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre ce qu'on m'a vendu, entre guillemets, et ce que je vis pour le moment. En ce qui concerne les grands enjeux, alors bien entendu, il me faudra un petit peu de temps pour formaliser quelque chose, mais il y a quand même déjà un certain nombre de sujets que je peux évoquer aujourd'hui. Le premier, c'est que je pense, on l'a évoqué, les 40 millions, 250, 500, 1 milliard. Il faut continuer d'écrire cette histoire qui consiste à petit créer un groupe. Orisha, la marque, a 12-18 mois. Il y a encore quelques temps, c'était la collection d'un certain nombre de 25 entreprises rachetées au moment de la création de la marque. Il y a eu la création de ces métiers, de ces business units, 5. La prochaine étape, c'est de passer de ces business units à vraiment la création d'un groupe. Et il faut définir ce qu'on met comme définition derrière le mot groupe. Et il ne faut pas voir ce mot-là comme un mot repoussoir. Bien au contraire, c'est plus qu'aujourd'hui, on a travaillé à des synergies intra-business unit, il y a des synergies inter-business unit à travailler, des principes de fonctionnement, des processus harmonisés. Et pourquoi cette harmonisation elle est importante? Elle est importante parce que ça va nous permettre de créer de l'efficience pour investir dans les sujets qui vont être critiques pour l'avenir d'Orisha, le M&A, l'intelligence artificielle, le commerce, le marketing et j'en passe. Donc le premier sujet autour de la création petit à petit de ce groupe et encore une fois dans le prolongement de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Le deuxième sujet pour moi, c'est autour de la culture d'entreprise. On l'a évoqué. C'est difficile d'avoir une culture d'entreprise quand on est dans du build-up pur, puisque par définition, on est une somme de sous-cultures d'entreprise. Et donc aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites. Il y a cette marque qui est là. La marque, c'est un peu l'âme. Et la culture d'entreprise, c'est un peu le corps. Et donc, je souhaite qu'on arrive à bien définir ce qu'est la culture d'entreprise Orisha, qui nous sommes, qui nous vont être demain. Et à ce titre, moi, je suis un passionné de ces sujets de culture, donc c'est peut-être aussi sur ça qu'on s'est rejoint avec Jacques. Mais quand j'ai fait mon executive MBA à Stanford, j'ai eu la chance d'avoir un professeur américain sur la culture d'entreprise et qui nous a évoqué le fait qu'une bonne culture d'entreprise, il prenait une image de glace à la vanille en disant une bonne culture d'entreprise ne doit pas avoir le goût de glace à la vanille. Et là, on est un auditoire de 150 personnes à travers le monde. On lui dit mais pourquoi il nous parle de glace à la vanille? Et fini, et j'ai trouvé ça assez marquant en disant mais c'est évident parce que tout le monde aime la vanille mais personne n'adore la vanille. Et donc votre culture d'entreprise, c'est quelque chose qui doit être, qu'on doit pouvoir toucher du doigt, qu'on doit pouvoir définir et qui doit être adoré par les gens qu'on veut recruter, qu'on veut garder, qu'on veut développer et peut-être moins aimé par d'autres qui ne rejoindront pas l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est un gros enjeu de la définir, de l'évangéliser et de la promouvoir pour que justement on ait une culture et un petit peu moins des sous-cultures chez Orisha et que quand une société nous rejoint demain, elle puisse savoir exactement dans quel cadre elle va évoluer. Et enfin, le troisième élément que je vais évoquer, c'est peut-être des sujets extrêmement importants sur lesquels il va falloir continuer d'accélérer. On a évoqué le succès sur la croissance externe, 5 à 6 acquisitions par an sur les dernières années. A priori, il ne faut pas que ça s'arrête. Donc, on a toujours des enjeux forts d'accélérer le M&A, soit pour asseoir un leadership dans un métier donné, soit pour aller chercher de l'innovation de rupture, soit pour aller internationaliser le modèle Orisha. Et sur ce sujet de l'international, je pense qu'on peut aussi, par des petites touches, essayer de montrer à nos collaborateurs internationaux que petit à petit, Orisha était une société française qui s'internationalise et petit à petit, ça va devenir un acteur international qui se trouve avoir son siège en France. Et donc là, il y a un petit chemin encore à faire. Et dans les sujets d'accélération, si j'en citerai un dernier, c'est l'intelligence artificielle, sujet sur lequel on est sensibles tous les deux. On est en train de redéfinir ce que c'est que le métier de développeur, ce que c'est même que la définition du mot développeur. Demain, les développeurs qui auront compris comment embrasser l'intelligence artificielle remplaceront ceux qui ne le feront pas. Et donc, je pense que ça, c'est un enjeu critique pour Orisha et je crois qu'on va y revenir. Ouais, passionnant. Effectivement, l'IA, on en parle souvent dans Stay Connected. Jacques, quel est ton regard vis-à-vis de l'IA, en tout cas chez Orisha ?
Oui, l'IA en général, je vais enfoncer une porte ouverte, hein. C'est vraiment une révolution profonde. Et c'est un mot que j'utilise rarement. J'ai un peu de background professionnel, donc j'en ai vu passer quelques-unes des révolutions, avec un grand R ou un petit R. Celle-ci en est vraiment une. Il y en a eu d'autres, on a su les aborder. C'en est une parce qu'elle va aller très très vite et elle va être très profonde et elle va toucher tous les secteurs d'activité, d'une façon générale de l'industrie du logiciel. Et chez Orisha, ça va toucher bien sûr les développeurs, comme le soulignait Alexandre, mais ça va toucher aussi le commerce, le marketing, les fonctions opérationnelles de support. Et c'est pas juste un sujet de savoir comment est-ce qu'on peut être un peu plus efficace pour gagner quelques points d'EBITDA. C'est beaucoup plus profond que ça. On ne prend pas ce virage, on ne sera plus là dans 10 ans. Voilà, c'est peut-être 10 ou 15 ans, ou peut-être même moins. Et il faut vraiment le prendre comme ça. Mais c'est pas seulement une menace, c'est aussi une énorme opportunité pour Orisha, parce que beaucoup d'acteurs dans notre secteur d'édition de logiciels ne sauront pas prendre ou auront besoin d'aide pour prendre ce virage à temps. Et c'est ce que va proposer Orisha dans ses futures acquisitions. Il faut vraiment qu'on mette en place notre usine d'ingénierie logicielle qui intègre totalement l'IA pour aider les entreprises qui vont nous rejoindre à passer le cap demain. Et donc, c'est une vraie mission pour Orisha qui va alimenter sa croissance demain. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et une promesse supplémentaire, finalement, pour nos clients. Tout à fait, une promesse supplémentaire pour nos clients. Et comme le dit Jacques, je crois qu'on le vit vraiment comme ça, comme une obligation à performer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être le Kodak du marché du software. On a bien conscience qu'il y a un sujet de change management extrêmement fort et que ce change, il commence par chaque salarié, chaque développeur. Orisha doit prendre la vague. On évoquait lors du dernier comité exécutif, Émeric nous présentait un peu un débrief de son retour de Nashville, et dans les choses un petit peu drôles, il nous montrait un verbatim de Sam Altman qui partageait avec ses amis tech founders un pari sur lequel ils se disent en quelle année on aura une entreprise solo founder qui vaudra $1 milliard. Et ce qui est intéressant derrière cette question, c'est plus que cette question, elle ne fait plus sourire. On sait tous aujourd'hui que ça va arriver. Et ça ne va pas arriver dans 20 ans. Donc j'ai un peu envie de retourner un peu cette image qui est intéressante pour dire, imaginons si chaque développeur chez Orisha pouvait créer $1 milliard. On serait tous extrêmement heureux. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a un virage à prendre et que nous, en tout cas, on va faire en sorte que Orisha le prenne, mais que ça part aussi par la base et par le collectif qui aujourd'hui est quand même extrêmement prépondérant puisqu'on a une équipe technique qui fait de l'ordre de 1000 personnes. On a de quoi faire. Donc à nous maintenant de jouer. Hyper intéressant. On y reviendra d'ailleurs dans un prochain épisode avec Émeric sur ce sujet d'IA. Jacques, qu'est-ce qui t'attend pour la suite ? On sait, tu vas continuer de surveiller Orisha en tant que président du conseil de surveillance. Non, aider. Ça s'appelle un conseil de surveillance, mais bon, ça c'est un board. Un abus de langage. Oui, absolument. mais que je trouve assez curieux d'ailleurs. Mais clairement, le board est là pour aider les équipes qui sont à la manœuvre, autant que faire se peut. Bon, j'ai la chance de connaître la maison encore un peu aujourd'hui, donc je suis à la disposition d'Alexandre, des actionnaires, s'il y a des besoins particuliers. Qu'est-ce qui m'attend ? Du temps libre, pas mal. Donc, je vais continuer à pratiquer du sport. Et j'ai notamment un projet qui me tenait à cœur et qui avait été un petit peu suspendu à l'arrivée de TA, qui est de faire un 8000 au Népal. Alors, ça commencera peut-être par un 7000, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est un projet de long terme qui nécessite pas mal de temps d'entraînement et du temps sur place. Voilà. On te souhaite beaucoup de plaisir et bon courage pour l'entraînement, surtout. Oui. Et puis en marge de ça, je crois que grâce finalement aux fondateurs et aux différentes firmes de private equity qui nous ont accompagnés, et j'oublie pas 21 Invest qui était la première d'entre elles, puis TA et maintenant Francisco, j'ai découvert un monde
C'est aussi ça, ma part d'aventure personnelle. Le monde du private equity, qui est un monde vraiment passionnant, qui est vraiment un monde de bâtisseurs. On a souvent une image assez fausse de ce que c'est. Et si je peux continuer à servir dans ce monde-là, je serai très heureux. Mais priorité à Orisha. Priorité à Orisha. Absolument. Merci Jacques. Alexandre, cet épisode il va être vu par évidemment beaucoup de collaborateurs, mais aussi des clients. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais leur faire passer, là tout de suite ? Aux collaborateurs et aux clients, je pense qu'il y a un premier message qui est de leur dire de ce que moi j'en vois. Je suis peut-être pas complètement objectif, mais ils ont choisi la bonne entreprise en tant que salarié et la bonne entreprise en tant que fournisseur. Et moi, je vais m'inscrire là-dessus dans la continuité. Je pense qu'il faut qu'on travaille notre marque employeur, qu'on soit l'employeur, on va dire, de référence dans le monde de la tech, mais pas que. Qu'on puisse accompagner nos talents, qu'on puisse proposer de la mobilité interne entre les métiers. Je parlais tout à l'heure de synergie inter-business unit. La mobilité RH fait partie de ces sujets-là. Et pour les clients, je crois que là, je vais m'inscrire pleinement dans la continuité de ce qui a été fait, à savoir l'enjeu d'Orisha, c'est d'avoir les meilleurs produits et le meilleur accompagnement. Et ça va être un focus extrêmement fort pour moi. Donc là, en termes d'état d'esprit, Jacques évoquait la montagne. Moi, je me sens un petit peu dans l'état d'esprit. Alors, il parlait du 8000 mètres au Népal. Moi, ça va être un 8000 mètres un peu virtuel. Mais c'est un peu le même type d'effort. Ça durera plus que 2 mois en plus. Pas forcément plus facile. Pas forcément plus facile. Et je finirai avec une petite citation. Je crois que c'est Albert Camus qui disait « Réaliser un exploit est un esclavage parce que ça oblige à un exploit encore plus grand ». Donc, c'est un peu ça que je ressens. C'est que je pense qu'Orisha a réalisé déjà quelques exploits et on en a encore à accomplir, encore plus grand que les précédents devant nous. Donc, j'aborde ça avec beaucoup d'humilité, d'envie, de détermination et je sais que je suis bien entouré. Donc, il n'y a plus qu'à. De super challenges à venir avec toute l'équipe. Exactement. C'est super. Merci Alexandre et bienvenue encore une fois. Merci Jacques. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je conclus cet épisode de Stay Connected. À très bientôt et Stay Connected.